Mesdames et messieurs, bonjour. Vous suivez un nouveau programme sur la maladie à virus Ebola. C'est dans le cadre du partenariat entre la West Africa Democracy Radio et l'ONG Oxfam. Ce numéro est présenté et réalisé par l'ICACDB grâce à la contribution de certaines radios communautaires de la Guinée. Nous sommes ensemble pour une demi-heure. D'abord, les dernières nouvelles sur l'épidémie. Après 42 jours depuis la fin du dernier cas de fièvre Ebola recensé en Sierra Leone, l'Organisation mondiale de la santé a annoncé le samedi 7 novembre la fin de l'épidémie dans ce pays. Depuis quelques jours, les habitants de Freetown se serrent désormais la main pour se saluer. Ce geste banal ailleurs ne l'est pas ici. Et c'est un tournant. Sur les 3 pays d'Afrique de l'Ouest qui ont été durement frappés, la Sierra Leone est le deuxième après le Libéria à s'être débarrassé de la maladie. L'OMS rappelle quand même à la vigilance, d'autant plus qu'en Guinée voisine, des cas persistent encore. Nous allons faire le point avec Eba Kalando, elle est porte-parole de l'Organisation mondiale de la santé en Sierra Leone. Ce pays exempt de la transmission d'Ebola, après 42 jours, le pays a rempli tous les critères pour l'OMS de pouvoir déclarer le fin de cette épidémie dans le pays en ce moment. Mais il faut peut-être garder en tête que juste une cas d'Ebola puisse constituer une nouvelle épidémie d'Ebola n'importe où à Sierra Leone. Donc maintenant, c'est vraiment pour garder la vigilance, de ne pas lâcher les bras pour tous les gains qui sont accrus jusqu'à maintenant. Il y avait une grande sens d'attente dans la ville capitale de Freetown, ici à Sierra Leone. Et pendant la nuit, toutes les églises, même dans les mosquées, il y avait beaucoup de manifestations religieuses dans la ville jusqu'à le petit matin. Et après minuit, eh bien, la ville a éclaté de joie. C'est une journée très paisible. Il y a du monde partout. Et tout le monde est en train, pour la première fois, commencer très tentativement en train de se donner le main pour se saluer. Vous savez qu'avant, c'était une salutation presque de trop pendant l'épidémie d'Ebola. Le soulagement dans le pays, je crois, est assez tempéré par le savoir que la Guinée voisine a toujours les cas. Il y a actuellement 4 cas en Guinée et 2 cas dans Forocaria. C'est une ville très très proche de la frontière de la Sierra Leone et la Guinée. Donc le Sierra Leone reste sur une certaine garde et une vigilance pour s'aider et aussi d'aider le Guinée voisine et aussi c'est un pays sœur de Sierra Leone. Maintenant on rentre dans une phase d'une surveillance, une vigilance très haute pendant les 90 jours qui suivent et aussi pour essayer de collaborer encore plus étroitement avec le Guinée pour surveiller les situations en Guinée, que ça ne puisse pas revenir en Sierra Leone. Déjà, l'Organisation mondiale de la santé va garder ses effectifs sur place qui sont déjà là. On va le maintenir jusqu'à nouvel ordre. Le 18 mois qui vient de passer dans le pays a eu comme conséquence qu'il y avait de nouvelles infrastructures qui sont créées pendant que l'épidémie prenait son cours dans le pays. Ces infrastructures vont rester. Il y a les nouvelles façons de faire dans nos hôpitaux. Tous ces effectifs qui sont accrus pendant le temps de l'épidémie vont être maintenus parce que maintenant, la plus grande priorité de l'OMS, c'est pour accompagner le pays de Sierra Leone dans la reconstruction de le service de santé et aussi dans la reconstruction dans tout le système sanitaire et de santé dans ce pays, inclut les infrastructures, les services, les effectifs humains et aussi tout ce que le pays a besoin comme système sanitaire de mieux faire face à les risques qui peuvent parvenir dans le futur dans l'Ebola. En Sierra Leone, Ebola a affecté plus de 8700 personnes. On compte 3589 décès, dont plus de 220 agents sanitaires. Il faut juste rappeler qu'Ebola a fait plus de 11 300 morts sur quelques 29 000 cas recensés en Guinée, au Libéria et en Sierra Leone. La crise Ebola qui a frappé la Sierra Leone en mars 2014 et s'est prolongée tout au long de 2015 a touché l'ensemble de la population et particulièrement les groupes déjà marginalisés comme les jeunes filles.
Merci d'écouter le programme conjoint Oxfam WIDR dans le cadre de la lutte contre Ebola. Direction à présent la Guinée. L'apparition de la fièvre Ebola dans ce pays en mars 2014 a montré combien les femmes sont exposées aux maladies contagieuses. Elles ont été les premières à affronter cette maladie en tant que mères, sœurs, tantes, cousines et nièces des malades. Elles ont joué un rôle de premier plan dans la sensibilisation. Elles ont aussi administré les premiers soins dans les habitations, dans les hôpitaux et partout où besoin s'est fait sentir, ce qui amène les gens à les considérer comme les premiers pionniers de la lutte contre cette maladie. C'est l'objet de ce magazine de Jamila Changelba de la radio Lynx FM à Conakry, partenaire de la WIDR. Dès l'apparition de la maladie en mars 2014, les femmes ont fait de la lutte anti-Ebola leur cheval de bataille, ce qui a fait d'elles les premières victimes à cause de la forte implication de la jeune féminine dans la vie de la famille. 1747 femmes ont contracté la fièvre Ebola, 676 sont sorties guéries des centres de traitement situés à Conakry, la capitale, et à l'intérieur du pays. Dr Jean-Vivier Mombouli est conseiller du coordinateur national de la lutte contre la fièvre Ebola. La femme, évidemment, joue un rôle central au sein des familles. La femme joue aussi un rôle important au sein des hôpitaux et la femme joue un rôle important dans le processus funéraire concernant les femmes. Avec ces trois missions, la femme est une victime particulière du virus Ebola parce qu'elle va vouloir soigner son mari, soigner ses enfants et soigner ses parents. Donc elle est à risque en termes de contamination. Catégorie sociale exposée en termes de contamination, les femmes ont été parmi les premiers acteurs à bénéficier de formations en prise en charge de personnes malades d'Ebola. Des experts de la santé qui ont compris qu'elles sont exposées les ont formées dans ce sens afin qu'elles soient de vraies actrices de la lutte contre la maladie. Dr Mombouli. Au niveau de la riposte, on ne peut pas négliger le rôle de la femme parce que les laveuses de corps, par exemple, ont dû être formées par la Croix-Rouge pour non seulement se protéger elles-mêmes, mais également pour administrer les soins au corps de femmes décédées pour pouvoir permettre de faire une inhumation sécurisée. Donc il a fallu recruter des femmes pour ça. Au niveau de la sensibilisation, nous sommes dans une culture africaine à dominante musulmane. Ces deux paramètres font que c'était beaucoup plus facile d'obtenir l'engagement des femmes pour aller parler aux femmes et leur permettre de mieux se protéger. Certaines femmes ont perdu la vie en voulant sauver celle d'un parent proche ou lointain. Une jeune sage-femme en service à l'hôpital national d'Onka, le plus grand centre hospitalier du pays, a perdu la vie parce qu'elle a pris le virus alors qu'elle s'occupait de son mari malade et tué par la fièvre Ebola au mois de juillet 2014. Ce jeune homme qui requiert l'anonymat est son frère. Il témoigne. Ma sœur a laissé son travail parce qu'elle était sage-femme à Donka. Elle s'est occupée de son mari. Et ma sœur a voulu qu'on l'évacue à Dakar, mais c'était trop tard parce que les frontières étaient fermées. Et sincèrement, d'abord la famille du côté de monsieur, il a causé beaucoup de problèmes. Au bout d'une semaine, mon beau ne pouvait plus il ne pouvait plus marcher de lui-même. Finalement, il est décédé de suite de la maladie. Ils sont partis à l'intérieur, la famille et elle, ils sont allés à la baie. C'est là-bas qu'elle a commencé aussi à ressentir des douleurs. Donc un jour, comme elle a un enfant de 5 ans, elle s'est dit pour ne pas que ce dernier aussi tombe dans le même lot, qu'elle va se présenter elle-même au CTE. Lui-même a contracté le virus en prenant soin de son beau-frère malade. Il s'en est sorti après des jours passés au centre de traitement Ebola de l'hôpital d'Onka. Sa mère également, venue de Dakar, la capitale sénégalaise, est décédée après avoir contracté le virus avec sa fille pendant la période de veuvage contrainte. Comme j'étais à l'hôpital, on m'a dit oui, c'est un cas suspect. Je l'ai appelé directement de Dakar. Je lui ai dit, maman ne vient pas parce que on ne nous a pas encore rendu le corps. Il se peut que ce soit la maladie. Elle me dit non, je ne peux pas. Elle me dit carrément qu'elle ne peut pas rester là-bas, sachant que sa fille est là et qu'il n'y a pas de personne qui puisse s'occuper d'elle. Mais comme j'insistais, elle m'a dit ok, qu'elle ne va pas venir. Ça trouvait qu'elle avait déjà coupé son billet. Elle est venue, on m'a appelé vers 17h. J'étais à Donka, on m'a dit ta maman vient d'arriver, passe à l'aéroport lui chercher.
Vous savez, dans nos coutumes, traditions, la veuve ne se lave pas d'elle-même. C'est une personne qui s'occupe de la veuve. Et normalement, ça ne devait pas être sa maman. Mais comme il y avait des rumeurs qui circulaient déjà que oui, c'était la maladie, donc les gens commençaient à fuir la famille. Donc la maman était obligée de lui laver. Et je pense bien que c'est dans ce cadre qu'elle aussi, elle a contacté la maladie. Elle est rentrée au CTE, je pense bien, le 24, après le décès de ma soeur. Elle est rentrée le 24, elle m'a trouvé là-bas. Le 1er du mois de mai, on m'a appelé vers 7h. On m'a demandé de se rendre à Donka. 2 de mes oncles m'ont appelé. Arrivé là-bas, ils m'ont dit on a perdu ta maman hier à 3h du matin. Marie-Claire Tchekola aussi est une guérie d'Ebola. Elle a contracté la maladie en juillet 2014 aux urgences de l'hôpital national d'Onka où elle est infirmière. C'était une nuit où elle était de garde. Elle a reçu une Sierra-Léonaise malade qui présentait des symptômes. Marie-Claire Tchekola ne se doutait pas du danger qu'elle affrontait en auscultant cette malade sans porter de gants. Ce jour, c'était la garde d'une collègue qui est tombée malade. Donc elle m'a demandé de prendre sa place jusqu'à ce qu'elle se retrouve. On a reçu une dame accompagnée d'une de ses sœurs qui frissonnait, qui vomissait, qui avait une température presque 40 degrés. Mais vous savez, à l'époque, on ne connaissait pas bien Ebola. Et vous savez, à l'époque, seulement les gynécologues et les chirurgiens qui portaient les gants. Le médecin l'a examiné, il a demandé un bilan d'urgence, la glycémie, la goutte épaisse, le taux d'hémoglobine. Le laboratoire est allé prendre, prélever, il est revenu avec le résultat. Le médecin dit mais on ne peut pas l'hospitaliser avec son état là comme ça. Il faut qu'on fasse quelque chose, qu'on arrête au moins ces vomissements, qu'on baisse un peu la température. Après je l'hospitalise. Donc comme c'est mon travail, j'ai fait ce travail. 11 jours après, Marie-Claire Tchekola présente les symptômes de la maladie. Elle était à un contrôle à la fonction publique lorsqu'elle a senti une forte fièvre et une fatigue subite. Le lendemain, elle s'est rendue à l'hôpital. Le jour suivant, la patiente dont elle s'était occupée décède. Entre-temps, la dame meurt, et elle et son accompagnant. Ces de CTE sont venus me trouver à l'étage, docteur Ibrahim. Il m'a dit, maman, tu as reçu un malade. Il m'a dit, c'est une léonaise. J'ai dit, ah oui. Mais elle dit qu'elle réside ici. Il m'a dit, non. Vous savez, là-bas, quand quelqu'un mourait d'Ebola, on le brûlait, on ne l'enterrait pas. Donc il fuyait pour ça. Le médecin me dit qu'elle est décédée et sa soeur aussi est décédée. Il dit, maintenant, on va t'amener au CTE. En ce moment, le CTE était là. Comme ça qu'on m'a amené au CTE. Et mon médecin et moi, mon médecin, le laborantin, le blancardier, l'ambulancier et les 3 médecins qui l'ont reçu à l'étage, nous étions tous atteints, au nombre de 9. La stagiaire avec laquelle j'étais, elle aussi elle était atteinte. 3 sont décédés. La convalescence prend 3 mois, mais pour Marie-Claire, il est hors de question de rester à l'écart de la lutte. Elle a repris le travail pour sauver des vies, dit-elle. On a reçu un couple dont 2 enfants sont morts d'Ebola. Le monsieur vomissait, mais avec l'interrogatoire, il a nié complètement. Ce jour, ce n'est pas moi qui ai fait le traitement. Quand le traitement était fini, il est sorti s'asseoir sur la paillasse. Je l'ai vu en train de vomir encore. Je me suis approché. J'ai dit, papa, si vous ne dites pas la vérité, vous ne pouvez pas retrouver la santé. Il me dit, ma fille, dès que tu dis quelque chose, on va t'amener au CTE, ils vont te piquer, tu vas mourir. J'ai dit, moi, je suis sorti du CTE, je suis guéri d'Ebola. Il m'a regardé du pied à la tête. Il dit, c'est vrai. J'ai dit, pourquoi je veux mentir? Dites la vérité, même si vous allez au CTE, vous trouverez la santé. J'ai dit, moi, on ne m'a pas piqué, c'est des comprimés que j'ai pris et je suis sorti. C'est en ce moment que le monsieur a avoué qu'elle a perdu 2 de ses enfants par suite de ça. Donc, nous avons dirigé le couple au CTE. Ils ont fait aussi 2 semaines, ils sont sortis. Un jour, le vieux est venu. Moi, je ne me rappelle même pas de son visage. Il me dit, ma fille, viens, je suis venu te remercier. J'ai dit, pourquoi? Il m'a dit, tu ne me connais pas? J'ai dit, non, je ne vous connais pas. Il m'a dit, c'est toi qui m'as donné le courage. Je suis allé au CTE et je suis guéri. Donc ça, c'est une chose que je ne vais jamais oublier dans ma vie. Parce qu'au moins, je me dis que j'ai sauvé une personne. Elle ne s'est pas arrêtée là. Marie-Claire Tchekola a participé à des missions de sensibilisation, même étant consciente des conséquences de la maladie.
Il y a une dame, Kani Soumano, qui m'appelle. Elle me dit, nous voulons faire une sensibilisation. On a demandé les personnes qui ici peuvent en témoigner à visage découvert. Nous n'avions pas eu quelqu'un qui a accepté de faire ce témoignage. Est-ce que toi, tu peux accepter? Ils me disent avec toutes les conséquences. Je dis, il n'y a pas de problème. Ça ne me dérange pas les conséquences pour ça. Nous avons commencé à Matam. Nous sommes venus à Dixine, à Kaloum. Tous les sages de Matoto, ils ont dit, il faut qu'on prie pour cette dame. Elle a été vraiment courageuse. Nous savons qu'elle aura des problèmes après ça. Effectivement, c'est ce jour qu'on a fait sortir les effets. Mais ce n'est rien ça. Là où j'étais logé, pour ne pas contaminer la famille. Vous voyez? Mon armoire est gâtée, tout. C'est au mois d'août. Vous connaissez les pluies de Conakry? Des femmes organisées en groupement ont aussi participé à la lutte. C'est le cas du centre FECPA dirigé par Michel Sonakunduno. Ce centre a monté un projet dans ce cadre. Les femmes étaient les plus victimes par rapport à ce virus, plus en contact avec les malades en raison de notre culture et en raison de la tâche qui incombe habituellement aux femmes. C'est pourquoi, au regard de cela, nous avons estimé monter un projet qu'on a intitulé « Responsabilité des femmes face à Ebola », qu'on a intitulé en abrégé « REFE ». REFE donc est le projet que nous avons eu à mettre en place dès l'apparition de Ebola sur une durée au départ de 3 mois que nous avons étendu à 5 mois pour sensibiliser davantage les femmes sur presque dans les grandes villes de Conakry sur comment se protéger face à Ebola, mais aussi pour attirer leur attention sur leurs responsabilités face à la propagation de ce virus. Des milliers de femmes ont été sensibilisées sur les dangers de la fièvre Ebola par des équipes déployées à Conakry et en province. Michel Sonakunduno explique une campagne de sensibilisation menée à Mamou, une préfecture de la Moyenne-Guinée. Nous avons eu à sensibiliser une moyenne de 3576 personnes sur toute l'étendue du territoire. Nous avons fait Deilal, nous avons fait Mamou Centre et puis un 3e village. Et là, c'est que comme c'était un village arrivé, c'était pas possible pour nous de dire on veut juste travailler avec les femmes, pas les hommes. C'est tout le village qui sortait. Donc à Deilal, c'est une question de culture. De culture. Et par exemple, le cas spécifique de Deilal, il y avait même 3 bébés qu'on a comptés, qui étaient au dos de leur maman. On a compté 3 bébés. Il y avait des sages, il y avait des femmes, il y avait tout le monde. Donc il y avait un nombre de 100 et quelques personnes qui sont venues juste pour nous écouter, de parler de Ebola et comprendre effectivement que c'était une priorité de la communauté et que chacun devrait vraiment s'engager pour pouvoir lutter contre ce virus. Fantaoulen Camara, une autre guérie d'Ebola, s'implique de nos jours dans la lutte contre la maladie. Elle a contracté le virus Ebola au contact d'un membre de sa famille malade venu de Dabola, une ville située à quelques 430 km à l'est de la capitale Conakry. 6 membres de sa famille sont morts de la fièvre Ebola en mars 2014. La stigmatisation a été son quotidien après son séjour au CTE de l'hôpital d'Onka. Dans ma famille, il y a eu 9 personnes qui ont attrapé la maladie. Il y a eu 6 décès, 3 ont pu survivre à la maladie. Mais Ebola m'a tout pris, absolument tout. Quand je suis rentrée à Ebola dans la maison, j'ai été déclarée guérie. Les gens me fuyaient. Les gens n'arrivaient pas à croire. J'étais stigmatisée jusqu'aux os. J'étais devenue solitaire. Je n'osais même pas sortir du salon. Ma vie, c'était salon, ma chambre. Mais du fait de peur d'être indécis, non. Donc quand on m'a dit de venir témoigner, franchement, je lui ai dit non, mais c'est quelque chose que moi je vais oublier maintenant. Mais vous le savez bien que moi, qu'il y avait assez de rumeurs qui couraient autour de ça. On disait, oh, on tuait les gens au CTE, on coupait les organes, on leur injectait des virus. Et moi, je savais pertinemment que ça n'avait rien de vrai. Donc, c'est très difficile pour moi d'accepter de revenir. Fantaoulen Camara travaille aujourd'hui au centre de traitement Ebola de Nongo, un quartier populeux de la capitale Conakry depuis mai 2014, un mois après être déclarée guérie. Elle voit en ce travail l'accomplissement d'un devoir. C'était devenu un devoir pour moi. Mais à chaque fois, je revis la même situation. Mais ce qui me réconforte beaucoup, c'est parce qu'à chaque fois que je suis devant une famille ou devant une personne qu'on vient d'admettre, je comprends sa peine, je comprends sa douleur, je
comprend, je lui comprends dans sa diversité. Je sais quel mot je peux lui dire pour le faire comprendre que je comprends et pour le faire comprendre aussi qu'il peut se battre pour s'en sortir. J'ai vécu à peu près une situation plus difficile que lui. Parce que moi, au moins, j'étais là pour témoigner devant lui. Mais moi, à mon temps, il n'y avait personne pour me dire « j'ai survécu à Ebola, tu peux te battre ». La sensibilisation de la femme était primordiale et en même temps compliquée, avoue Dr Jean-Vivien Momboli. En tant qu'actrice et en tant que victime, les femmes sont vraiment au cœur. Même au niveau des réticences, on peut dire que les femmes étaient plus difficiles à convaincre au début parce que le côté émotionnel, affectif est accentué chez une femme par rapport à un homme. Généralement, lorsque quelqu'un est malade, c'est toujours la femme qui se porte en premier pour aller secourir son prochain qui est en train de souffrir. Donc, c'est elle qui est souvent à risque. Marie-Claire Tchekola s'est rendue aux États-Unis d'Amérique grâce à l'appui de l'ambassade des États-Unis en Guinée. Elle y a reçu le prix international de la femme de courage que lui a décerné Michelle Obama, la première dame américaine. C'était merveilleux. J'ai même versé les larmes, franchement, parce que je ne m'attendais pas à un tel respect, un tel honneur, je ne m'attendais pas. Donc j'ai fait Washington une semaine. Je suis allé à Atlanta. À Washington, le 5e jour, on a rencontré la première dame. On nous a donné le trophée le jour-là. C'est le jour que j'ai pleuré. J'ai dit aux Américains, mais moi je ne mérite pas ça. Ils m'ont dit si, j'ai dit je ne mérite pas. Je ne suis rien et rien chez moi, sauf qu'une pauvre femme. Il m'a dit maintenant tu iras à Atlanta. Je suis allé à Atlanta. J'ai fait 3 jours. Après Atlanta, je suis allé à New York. Là-bas, j'ai fait 3 jours. De New York, nous sommes revenus. Marie-Claire se dit abandonnée à elle-même aujourd'hui. Son vœu, c'était de présenter son prix à Alpha Condé, mais jusque-là, elle n'a pas pu avoir une audience à la présidence de la République. Le jour qu'on a pris même la photo avec la première dame, ils ont envoyé la photo. Paraît-il que le président même a présenté la photo à la télé. Avant que je n'arrive, j'ai reçu des messages que ma photo a été présentée à la télé. Je reviens jusqu'à aujourd'hui. Je n'ai pas le chemin d'aller présenter mon trophée au président. Je n'ai pas la route là. Nous étions un nombre de 10. Toutes les 9, chacune m'a appelé pour me dire que leur trophée a été arrosé par leur président. Moi, je les ai dit que je n'ai pas de président. Je n'ai pas de président, je n'ai pas de père. Sinon, mon président a eu ma photo. On n'allait pas me barrer pour aller présenter mon trophée au moins. Ça, c'est l'honneur de la Guinée. Je me dis peut-être parce que ce n'est pas eux qui ont choisi la personne, c'est pour cette raison. Comme on le voit à travers ce magazine, en Guinée, les femmes ont lutté contre la fièvre Ebola. L'instinct maternel a pris le devant souvent sur l'instinct de conservation. Certaines d'entre elles ont payé le prix de cette audace, mais elles reposent en paix pour avoir sauvé un enfant, un frère, un mari. Les Guinéens ne les oublient pas dans leurs prières parce que la fièvre Ebola les a amenés à faire front commun. Et les femmes devant. Jamila Tchangelba, Lynx FM depuis Conakry pour West Africa Democracy Radio. C'est la fin de ce programme Ebola dans le cadre du partenariat entre la West Africa Democracy Radio et l'ONG Oxfam. Ce numéro était présenté et réalisé par Lika Sidibé grâce à la contribution de la radio Lynx FM de Conakry, partenaire de la WADR. Réécoutez ce programme sur www.wadr.org. Au revoir.